On va passer les 20 prochaines minutes avec peut-être des questions du public ici dans la salle ou en direct sur Zoom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être briser la glace? Merci de vous présenter au micro, comme tout est enregistré. Et on va faire un découpage dans les prochaines semaines de chaque section de l'événement. Ça va être sur la page YouTube de la Faculté de communication de l'UQAM. Comme l'an dernier, vous allez avoir accès à ces extraits vidéo-là de la journée. Peut-être une première question ici dans la salle à Pascal ou à d'autres présentateurs, présentatrices de ce matin. Oui, monsieur, merci de vous identifier. Oui, oui. Publicitaire de livraison de contenu. Je suis très intéressé par les commentaires, aussi bien avec les trois. Et j'ai voulu vous demander sur cette idée de, parmi les aspects que, par exemple, les gens avaient accès seulement à Facebook, est-ce qu'il y a eu un survol ou une tendance qui était exprimée par les apprenantes, par les utilisateurs? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous avait surpris par l'utilisation du web par les groupes avec qui vous faites affaire? Peut-être Lovar à Barry, si tu es toujours en ligne, est-ce que vous avez des détails sur l'utilisation de Facebook et la relation avec les formateurs, les apprenants et les utilisateurs? Êtes-vous toujours en Oui, ligne, Lovar? Oui? oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Merci. Oui. Alors, c'est très courant, hein. Moi, je suis rédactrice en chef de 2424.mg, qui est une plateforme d'information en ligne, mais qui est principalement sur Facebook, justement parce que nous avons senti que nous avons vu que les Malgaches sont très présents sur Facebook. Donc, toutes nos informations, elles sont sur Facebook. Elles sont sur Facebook, mais elles sont aussi sur le site web. Alors, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de publier juste les premières informations, les informations essentielles sur Facebook et de renvoyer les gens vers le site Internet. Mais même là, les gens suivent très rarement. On sent que les gens restent sur Facebook. Même s'ils ont aujourd'hui la possibilité d'aller sur le site Internet, ils sont toujours sur Facebook. Et les chiffres, hein, je vous les ai donnés, c'est les chiffres de Data Reportal qui disent que sur les 3 millions 500 000 utilisateurs de réseaux sociaux, ben 3 millions 500 000 sont tous sur Facebook. Les autres, je prends l'exemple de X, c'est à 500 000, LinkedIn, c'est à moins encore, Instagram, c'est à moins encore, Facebook, donc tout est sur Facebook. Je vais dans les groupes. Maintenant, Starlink est à Madagascar. Les gens posent des questions sur Starlink, mais ils vont sur Facebook. Ils ne vont pas sur le site de Starlink. Ils vont sur Facebook, ils créent des groupes Starlink et c'est là qu'ils posent toutes les questions, tout ce qu'il y a à savoir sur Starlink. C'est comme ça c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui et d'où l'intérêt sûrement d'aller amener les gens à regarder d'autres sources d'informations, d'autres sites Internet, d'autres réseaux sociaux. Merci. Peut-être une question Oui, secondaire, oui. c'est fascinant parce qu'il y a une expérience ici au Québec. Je travaille avec une magazine autochtone pour la nation Cri dans le nord du Québec. Mhm. Ils ont 9 communautés Cri avec une population d'environ 15 000 personnes qui vivent à l'intérieur de ces populations-là. Et le magazine existe depuis plus que 30 ans. Ça sort tous les 2 semaines Mhm. avec 7 000 copies qui sont distribuées dans les 9 communautés. So, 50% de la population a accès direct, si vous voulez. Mais Wow. sur le web, tout se passait par Facebook. Et depuis que le gouvernement du Canada a exigé certaines conditions pour Meta à distribuer les liens, le journal même physique là, a de la difficulté à exister parce que leur accès par Facebook Mhm. n'existe plus. So, c'est pour ça que j'étais intéressé à savoir Oh, votre expérience. Merci beaucoup. mhm. Merci, merci à vous. Prochaine question ou observation par rapport à ce qu'on a appris ce matin sur les manières d'évaluer les formations, sur la désarticulation qui a été bien présentée par Normand Landry ce matin. Donc, on aimerait peut-être vous entendre. Alain Devalpo de Globe Reporter ou mon cher collègue, mais merci juste de vous présenter au micro. Donnez votre nom et posez la question. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Nicolas Pelletier Oui, avec merci. la Cité à Il va Ottawa. nous parler à 14h15 d'ailleurs. Exactement, c'est Merci. pour faire de la promo pour Oui, ma présentation oui, en oui. passant.
Ma question est pour Monsieur Landry. En fait, parlez à la fin de votre proposition sur quel forum vous allez aller la présenter. Comment on peut suivre l'évolution de ça quand on ne fait pas partie du monde de la recherche universitaire ou des décideurs des programmes scolaires comme ceux-là, au Québec ou ailleurs aussi? La réponse s'en vient. Merci. Je vais, euh, je vais tenter d'être franc autant que je peux. Dans le milieu de l'éducation, comme dans presque tout ce qui touche les politiques publiques, au Québec, mais je pense ailleurs dans le monde, ce qui fonctionne, c'est quand il y a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent, qui sont indépendantes de la qualité de votre discours. C'est essentiellement ça qui détermine. S'il y a une panique morale autour de l'hypersexualisation des jeunes filles, autour de la désinformation, autour de l'intelligence artificielle, souvent les décideurs, tout d'un coup, commencent à s'intéresser à ce que vous faites. C'est le moment. Et ces fenêtres-là sont habituellement très courtes. Et si on arrive à les saisir, on peut avoir le pied dans la porte et faire beaucoup de chemin. Mais dans les périodes qui séparent les fenêtres d'opportunité, il est très, très, très difficile de faire des gains. Donc, cette idée de la répétition, d'être là, d'être présent, de serrer les mains, d'être poli, d'être gentil. Mais quand il y a des petites fenêtres d'opportunité, la bonne personne à qui contacter, ça fonctionne très bien. Et l'autre élément clé que j'ai appris là, en 15 ans en éducation aux médias, habituellement, les changements arrivent par deux, trois personnes très motivées, très intelligentes, très passionnées dans des environnements spécifiques. C'est pas toujours les gens qui sont en situation de pouvoir. C'est souvent ceux qui vont l'être, par exemple, dans la suite. Donc, moi, par exemple, j'ai travaillé avec des conseillers pédagogiques en milieu scolaire. On le savait. On le savait il y a 15 ans qu'il allait tout changer, qu'il allait faire des choses passionnantes. Donc, cette idée-là d'identifier les bons individus et aussi d'être opportuniste quand il y a des fenêtres d'opportunité sur lesquelles vous pouvez être par ailleurs tout à fait en désaccord. Et moi, la panique morale sur l'hypersexualisation des jeunes filles, à l'époque, je me rappelle, je l'avais dénoncé, mais tout d'un coup, le téléphone sonne. Tout d'un coup, les décideurs politiques sont intéressés et nous, on leur parle d'éducation aux médias et nous, on en profite simultanément pour élargir le spectre de la conversation. Donc, c'est pas une réponse très précise, c'est plutôt une réponse, d'après moi, stratégique sur le long terme. Oui, oui. Anne Gagnère qui vient au micro du magazine Le Curieux. Ben, en fait, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il y en a une aujourd'hui de fenêtre d'opportunité ou c'est silence radio en ce moment? À mon avis, si vous voulez faire de l'argent ou si vous êtes intéressé à avoir un impact ou si vous voulez faire de la couverture médiatique, vous orientez vos travaux sur l'intelligence artificielle générative. C'est la grande fenêtre d'opportunité pour faire de l'éducation aux médias et elle ne partira pas. Il n'y a pas une institution au Québec qui n'est pas chambranlée, mise à mal, questionnée par l'intelligence artificielle générative. C'est notre panique morale actuelle. Hein? Si vous avez une envie de développer des projets qui vous permettraient aussi de financer d'autres specs de votre travail, très certainement que je vous encouragerais à être. Il ne s'agit pas d'être cynique, je pense pas, mais c'est très certainement d'apprendre à surfer la vague un peu. Tout à fait. Les chiffres du sondage de Léger sont éloquents ce matin. 55% des Québécois qui estiment qu'il y a un danger majeur dans l'usage de l'IA générative pour la propagation accrue de la désinformation. C'est vraiment au cœur de la thématique aujourd'hui, là, que plus les gens s'informent, plus ils sont éduqués, plus ils vivent dans la région de Québec. Ça, c'est le mystère Québec qu'on ne va pas régler aujourd'hui. Plus on est inquiet à l'égard de l'usage et on voit qu'il y a eu une prise de conscience depuis un an sur le sujet. Ouais. Peut-être une ou deux dernières questions, oui. Adéline de l'Université Montpellier 3. C'était pour rebondir également sur ce que disait Normand. Alors en France, c'est la même chose, hein. L'IA, il faut s'engouffrer dans la brèche pour proposer justement peut-être alors, comme vous dites, des programmes d'expérimentation et ensuite proposer une recherche dessus et évaluer et voir de quelle manière on peut éduquer aux médias à l'information. Mais je voulais aussi réagir sur les propositions qu'a fait Normand. Du point de vue franco-français, j'en parlerai cet après-midi, je fais aussi un petit peu ma pub, hein. On a un Superman de l'éducation aux médias, à l'information, qui est le professeur documentaliste qui est reconnu expert, qui a la formation pour, mais on n'arrive pas non plus
à faire de l'éducation aux médias généralisée, parfaite, à la recherche de l'esprit critique que pourraient acquérir tous les élèves. Et donc, pourtant, on a cette forme de didactisation, même si la documentation, c'est pas encore une discipline chez nous. Enfin, ça dépend dans l'enseignement agricole, oui, mais pas dans l'éducation nationale. On a une évaluation, mais la mise en œuvre, elle est toujours complexe. Donc, finalement, je crois que la solution, on l'a pas encore. Donc, j'essaierai de donner quelques pistes cet après-midi. Et je voulais rebondir sur le collègue là de Bayard par rapport à tout ce qui a été dit. Je voudrais revenir sur la désinvisibilisation des pratiques juvéniles, c'est-à-dire que on veut faire lire Le Monde, alors notre grand journal français aux élèves, sauf qu'en fait ça ne les intéresse pas. Par contre, leur ressource informationnelle principale, c'est YouTube. Hein, avec les influenceurs, on a des influenceurs de très très bonne qualité en France. Hein, Décrypte. voilà, Hugo Décrypte. Et c'est là l'entrée pour moi qui va les accrocher vers l'actualité, qui, quand on creuse un peu dans les recherches, finalement, l'actualité, c'est source d'angoisse. Et l'information, c'est source d'angoisse. En tout cas, l'information médiatique avec un grand I, voilà. Et quand on leur demande s'ils s'informent, ben, en fait, pour eux, ils s'informent pas parce qu'ils savent pas ce qui se passe exactement au Proche-Orient, voilà, parce que ça les angoisse. Par contre, ils connaissent plein de choses. Donc voilà, alors c'est pas des solutions, mais c'est un questionnement sur comment l'éducation aux médias peut accompagner les jeunes dans leurs pratiques en prenant en compte leur propre pratique sociale et pas seulement une forme d'éducation aux médias un peu scolaire, prescrite, académique. Voilà, des réflexions suite aux commentaires. Merci. Je vais prendre une ou deux dernières questions avant la pause. Ben oui, merci d'aller au micro. Donc, Caroline Vincent, je suis conseillère pédagogique au Collège de la Cité, formellement conseillère pédagogique aussi à l'intégration du numérique, donc Récit, si vous connaissez, donc dans un centre de service scolaire là, du primaire jusqu'au secondaire 5. J'ai eu plusieurs réflexions, tu sais, j'ai vraiment un regard, je vais me mettre de même, je vous vois pas. C'est bizarre d'avoir des gens là puis que je vois pas, bonjour. Tu sais, j'ai eu des discussions intéressantes avec certains d'entre vous, là. C'est une perspective parce que j'ai été dans le milieu travailler avec les enseignants au quotidien pour l'intégration du numérique en général. Mais quand on parle de l'éducation aux médias spécifiquement, ce qu'on voit plus chez les enseignants, c'est plutôt une évaluation, c'est un critère qui a une pondération parfois minime à l'intérieur, par exemple, d'un projet de recherche qui constitue la compétence informationnelle. Donc, est-ce que tu as eu des sources de qualité pour faire ton travail? Souvent, un projet de recherche ou une vidéo ou autre. Il n'y a pas de formalisation d'une grille d'évaluation sur l'éducation média. Je pense qu'on a beaucoup noté aussi que les enseignants ne sont pas nécessairement formés là-dedans. On leur demande vous l'avez épluché peut-être certains d'entre vous avec grand découragement, le PFEQ. Les enseignants aussi le trouvent lourd, chargé, demandent des révisions à l'intérieur du programme. Ce n'est pas évident d'ouvrir des programmes, de changer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit enseigner. Les enseignants peinent, j'en ai discuté avec d'autres d'entre vous, peinent des fois à enseigner à des élèves qui n'ont pas mangé le matin. Donc, c'est vraiment un contexte assez particulier d'enseignement qu'on a. Puis, je pense que j'aimerais rebondir une dernière chose entre vous. Tu sais, on se dit par où est-ce qu'on peut passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment rendre cette éducation aux médias-là signifiante pour les étudiants, pour nos élèves, que ce soit du primaire jusqu'au secondaire? Personnellement, je pense que ça passe par l'authenticité. Il y a Anne qui nous a présenté un projet qu'elle fait avec les étudiants en termes de balado ou de créer des médias, mais qui ont vraiment, en termes d'authenticité, qui vont vers l'extérieur, qui ne restent pas nécessairement entre les murs de l'école. Donc, tu sais, quand on parle en anglais de empowerment, c'est de dire, ben, tu as un impact et les choix que tu fais au quotidien peuvent avoir un impact sur les autres également. Donc, leur montrer puis leur faire vivre des projets. Fait que ça peut devenir intéressant, je pense, pour les éduquer, parce qu'on parle d'éducation aux médias ici. Je pense que ça passe beaucoup par l'authenticité de ce qu'est-ce qu'on leur propose, que ce soit pas juste des savoirs, tu l'apprends à l'école parce qu'à l'école, mais c'est des projets comme qui vivent ici, mais comme certains d'entre nous nous ont présentés, que les élèves vont garder avec eux probablement toute leur vie. Tu sais, donc, c'est ça, ça les porte. Donc, c'est juste une réflexion.
général sur la chose. Puis j'aimerais ça en discuter avec vous aussi au cours de la journée. On a une belle perspective parce qu'on forme des étudiants, nous autres, au collégial en journalisme. Donc, c'est tout un défi, tout ça. Donc, merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était très enrichissant ce matin. Merci. Je vais prendre une dernière intervention avant l'heure du lunch et je rappelle qu'on va revenir vers 13h30, heure de Montréal, pour les gens qui sont sur place. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention avant le lunch? Alors, bon appétit, oui, peut-être, oui. Ben oui. Juste aller au micro, s'il vous plaît, comme c'est enregistré. Que les gens entendent des questions. Merci. Mon autre question, c'était Oui. pour Laurence sur la présentation sur TikTok. C'était vraiment inquiétant de voir la proportion de médias qui réussissaient à traverser l'algorithme. Est-ce que c'est parce qu'il manque de production de contenu de médias ou parce que l'algorithme ne le pousse pas? Est-ce qu'il y aurait une piste de solution à produire plus de contenu TikTok, ce qui s'en vient dans certains médias qui mettent en train de la patte là-dessus? Alors, pour répondre à ta question, c'est une question qui a été explorée aussi avec une journaliste de Radio-Canada. Elle se nomme, son prénom c'est Edith. Elle fait du contenu pour le compte TikTok de Radio-Canada.info. Et elle me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour percer. Et le problème, c'est les conditions d'utilisation pour se retrouver sur le fil For You. C'est très limité en général, pas d'image de violence, rien qui peut rendre triste. Le mot triste est important ou angoissé, c'est ça qui est écrit. Anxiogène. Anxiogène, mais je pense que là, c'est trop poussé comme terme. On va rester au ras des pâquerettes, s'il vous plaît. Mais bref, tout ce qui peut être négatif ou perçu négativement, on va y aller avec parcimonie. Pire encore pour des scènes de violence, même si c'est d'intérêt public, comme je disais, et ça aussi, c'est précisé, même si c'est d'intérêt public. Donc, il y a ça. Ensuite, c'est de copier qu'est-ce qui fonctionne parce qu'il y a énormément de contenu. Moi, je sais, personnellement, j'en reçois plein parce que j'interagis avec ce contenu-là et il m'est proposé. Et je vais aimer aussi le contenu informatif que je reçois de médias, entre autres. Et donc, c'est vraiment de copier ce qui fonctionne. Donc, un look un peu, peut-être un influenceur qui parle et qui raconte une histoire. Peut-être il parle de guerre, c'est très violent, mais au moins, on le voit pas. Et là, ça va être mis de l'avant dans l'algorithme. Donc, c'est un peu de reprendre ce qui a très bien été fait au début par TVA qui a arrêté et là, vient de reprendre un peu. Mais il avait... c'est un nom italien, un jeune qui a parti son propre média avec un influenceur, je pense que c'est 10 ou je ne sais pas si Patrick, ça te dit quelque chose, mais a parti son propre compte et ça fonctionne aussi ou Nouveau Info qui va... Mélique Bélanger, un étudiant de l'UQAM. Qui va ressortir beaucoup justement parce qu'on copie ces codes-là qui fonctionnent déjà d'influenceurs, des créateurs de contenu qui s'adressent à un public cible et qui ne va pas trop imager ce qui pourrait être dérangeant comme contenu, mais qui va quand même livrer de l'information pertinente. Pour respecter les codes, hein, c'est ça? Voilà. L'enjeu également, c'est que TikTok devient un moteur de recherche, un mot qui fait très, très peur, quand on sait qu'il n'y a presque pas de contenu d'actualité sur les fils. Et il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. On a eu, notre leçon avec Meta cette année, alors et l'an dernier. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci aux gens qui sont en ligne. Nous allons revenir à 13h30, heure de Montréal, pour la poursuite des discussions cet après-midi avec Adeline de l'Université de Montpellier, également Bruno Lombard des Amis du Monde diplomatique, l'École supérieure de journalisme de Lille avec Laurence Gueff et en terminant, Nicolas Pelletier du Collège de la Cité, Université d'Ottawa. Table ronde en fin d'après-midi et notre rapporteur officiel, Michel Cormier, pour la synthèse du colloque. À tout à l'heure. Bon appétit.